Bonjour, on va commencer. Merci d'être venus si nombreux pour mon premier talk au DevFest. On va parler. Merci. Je vais vous parler de Make et Makefile et surtout pas de Go. Donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez encore sortir. Qui a déjà travaillé avec Make ou avec des Makefile? Ah, quand même. Les slides pas tout seuls, c'est bien. Je voudrais savoir un petit peu comment utiliser cet outil aujourd'hui dans nos pipelines de CI, par exemple. Comment réutiliser cet outil. J'ai oublié, c'est de me présenter. Moi, c'est Aurélien Lienne. Je travaille pour Sphere depuis 5 ans. Je suis accessoirement team leader. Et vous pouvez me retrouver sur Twitter avec le pseudo Snorks. Alors déjà, c'est quoi un Makefile? Un Makefile, c'est assez simple. C'est une structure de fichier plutôt structurée. Tout d'abord, il faut définir une target. Une target qui permet d'appeler la commande. Donc on va faire un make target pour pouvoir lancer cette commande. Chaque target peut exécuter une ou plusieurs subcommandes, mais c'est aussi un paramètre optionnel. On n'est pas obligé de l'utiliser. Et chaque target peut lancer des vraies commandes, donc des commandes système type ls, rm, des commandes Docker, des commandes Java, des commandes Go. Une des bonnes pratiques que je vous donnerai tout de suite, c'est d'utiliser un petit commentaire en fin de ligne pour expliquer à quoi sert votre target et éviter de lire l'ensemble du code pour comprendre ce qu'elle fait. C'est typiquement un genre de makefile qu'on pourrait utiliser. Là, c'est un makefile assez simple où on va avoir 3 targets, une qui fait du clean, une qui fait des tests unitaires et la troisième qui build. La tâche de build a besoin d'avoir un espace de travail propre, du coup on va d'abord appeler la target clean avant de commencer à travailler. Une des petites astuces, c'est d'utiliser des variables aussi. Donc typiquement ici, j'ai besoin d'avoir une variable version. Cette variable version, elle est définie au début du makefile et elle exécute des lignes de commande shell. Donc pour dire au makefile d'utiliser shell, on utilise le mot-clé shell et en fait on fait n'importe quelle commande bash. Et ce qui est important de savoir, c'est que ce type de variable, il est défini au début du fichier et donc il est défini une seule fois. Donc si on essaie de l'écraser dans les différentes tâches, ça ne fonctionnera pas. Alors pourquoi aujourd'hui on a envie d'utiliser ces makefiles? Parce que de base, ça servait surtout à générer des fichiers en C. Ça date des années 77, début 80. Et aujourd'hui, en fait, notre flot de travail est complètement différent. On n'a pas besoin de générer de fichiers. La plupart du temps, on a déjà des commandes qui font ça. On a npm, on a Maven, tout ce qu'il faut pour Logo. Et en fait, moi aujourd'hui, ce que je vois souvent dans mes projets, c'est ce genre de readme. Donc c'est plutôt cool en tant que newcomer. J'ai l'ensemble des commandes que je dois exécuter pour pouvoir commencer à travailler sur un projet. Là où on a un petit problème, c'est que dans la CI, on retrouve exactement la même chose. Donc c'est plutôt une erreur de faire ça. Pourquoi c'est une erreur? Parce que dupliquer du code, c'est une source de problème. Soit je vais modifier du code dans ma CI, j'ai oublié de répercuter ces modifications sur... j'ai oublié les slides, pardon. Donc dupliquer le code, c'est pas bien. C'est un vrai problème. On va oublier d'en copier-coller à droite à gauche. Deuxième problème, c'est que le jour où je vais changer une commande, mes utilisateurs qui utilisent ces lignes de commande, ils vont avoir aussi quelques soucis. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi j'utilise beaucoup le bash history. Donc je remonte dans l'history où je fais des commandes R pour retrouver les anciennes commandes. Et si ces commandes changent, je vais être obligé de faire un effort pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne plus. La troisième raison, c'est qu'aujourd'hui, votre CI, c'est un développeur comme un autre. Et donc il faut en prendre soin. Donc si je modifie des choses dans mon projet, je suis obligé de modifier aussi ma CI. Et donc il faut faire attention à toute cette partie-là. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce problème? On pourrait mettre tous nos scripts, tous nos bash dans un script et avoir une boîte noire un petit peu magique qui regrouperait tout ça. Ou alors on pourrait utiliser des makefiles. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure, on a d'abord une documentation qui nous dit que pour lancer les tests, on a 3 commandes à faire, Docker Compose, exécuter un golist et runner les tests, et à la fin, faire un down de nos Docker Compose pour avoir un environnement qui est propre. Si on regarde notre CI, on va avoir exactement la même chose en fait. On va bien découper les 3 tâches pour pouvoir exécuter nos tests. Si on utilise un makefile, l'expérience est beaucoup plus simple.
on va avoir 3 tâches, une tâche principale de test, une tâche secondaire qui va permettre d'initialiser notre test, et une tâche qui va pouvoir, nettoyer l'environnement de test. Et ça, peu importe que je sois sur ma CI ou sur mon poste de développeur, c'est exactement la même chose. Je vais appeler la même commande et je suis dans le même contexte d'exécution. Les développeurs de mon équipe ou ma CI utilisent les mêmes commandes, et demain, si j'ai une modification à faire, bah, c'est pas gênant. Si on reprend du coup le makefile et la CI, on voit bien la modification en fait entre la version précédente avec l'ensemble des commandes et la version avec make, qui est quand même beaucoup plus facile et à lire, à comprendre et à maintenir. Là, c'est le makefile en fait tel qu'il est à la fin. On a une phase de build qui va faire une certaine commande. On voit que cette commande, elle est fortement variabilisée. Si j'avais cette commande à faire sur mon poste de dev, ce serait hyper compliqué, parce que si je change par exemple to-do-list, donc le nom de l'exécutable, par un autre exécutable, je vais être obligé de patcher partout. Là, ce sera transparent pour tout le monde. Et on reprend les exemples de test de tout à l'heure. Quelques petites astuces. Pour améliorer la lisibilité de vos makefiles et de l'exécution surtout de vos makefiles, je vous conseille de rajouter un petit arrobase au début des commandes. Ce que va faire l'arrobase, c'est que ça va muter l'output en fait de l'exécution de la commande. Donc on va avoir l'exécution, le log de la commande, donc le log du Docker Compose par exemple, mais on n'aura pas la ligne de commande Docker Compose-F, etc. Donc on va gagner en lisibilité de code et on s'en fiche un petit peu de ce qui se passe derrière. Ce qu'on veut, c'est appeler la tâche. Deuxième petite astuce, c'est d'utiliser la petite commande echo. Ça va permettre de printer en fait la commande en cours. Donc typiquement, quand je vais lancer le test, ça va me faire un echo test, mais dans la foulée, ça va aussi me faire un echo setup, parce que je vais initialiser mes tests par cette commande. Un des problèmes qu'on rencontre souvent en fait avec les makefiles, c'est que de base, ça sert à générer des fichiers. Donc ce que fait make de base, il va regarder sur le file system l'existence de fichiers. Et donc si on a des fichiers qui ont le même nom qu'une target, la commande ne s'exécutera pas, parce que ça sert à générer normalement ce fichier. Le petit trick, c'est d'utiliser le point funny, qui permet de dire à make, ne te soucie pas du file system et exécute la commande dans tous les cas. Une autre astuce, c'est que vos makefiles ne seront pas forcément lisibles, et si vous les découpez en sous-fichiers, parce qu'on peut faire des includes de makefiles, ça va être plutôt compliqué de retrouver les commandes. Si vous allez sur le site de marblelab.com, vous allez pouvoir avoir une commande, cette commande en fait, cette commande help, qui va vous permettre de printer l'ensemble de vos tâches. Je partagerai les slides et du coup vous aurez les liens. Un truc qui est quand même hyper cool, parce que j'aime pas du tout les copier-coller, c'est d'utiliser les fonctions. Pour définir une fonction, c'est assez simple en makefile. Il suffit d'utiliser le mot define, de définir un nom de fonction, certaines commandes à exécuter et un endef. Ici, on utilise cette fonction pour éviter le copier-coller en fait entre nos différentes tâches de test. Que j'exécute des tests unitaires ou des tests d'intégration, c'est exactement la même commande. Il y a juste le paramètre $1 qui change, et donc j'ai pas envie forcément de changer de variable. Un truc aussi qui est un peu pratique, c'est que par moment vous avez besoin de variables dynamiques dans vos scripts. Typiquement ici, c'est un utilitaire Python qui permet de modifier la version de votre code Python. Une version, ça se compose de 3 paramètres, le major, mineur et le patch. Et si j'ai envie de modifier la version majeure ou la version mineure, j'ai pas envie d'avoir plusieurs tâches. Donc je peux variabiliser en demandant à l'utilisateur de nous passer quelle part de la version modifiée. Ce qui est aussi pratique, c'est d'avoir des conditions. Et les conditions, on peut les écrire de 2 façons. La première façon, qui est plutôt plus simple à lire, avec un if et un endif, où je vais faire un test d'égalité sur des variables et des valeurs, donc ce qui se rapproche plutôt d'un développement Java, Go, enfin peu importe. Et une version un peu plus simple, linéaire, qui va prendre en paramètre en fait un OR et plusieurs variables à exécuter. Donc là, dans cet exemple-ci, on va devoir, si la branche Git
est égal à l'autre version. Enfin, si on passe la branche ou pas. J'ai peut-être été un peu vite. Est-ce que vous avez des questions? Vas-y. En fait, l'intérêt aussi du Makefile, c'est que peu importe le langage que tu as derrière, tu peux avoir des tâches qui vont être communes. Typiquement, aujourd'hui, je fais du Java, du Go et du Python. Peu importe le projet dans lequel je me trouve, et je parle pour mon équipe, on va avoir une seule tâche dans tous les projets qui s'appellera unit test. Et du coup, mon expérience au niveau de l'équipe, elle est plutôt simple. Donc effectivement, c'est pas forcément l'outil le plus simple de prime abord. Il demande un petit investissement en fait dans la documentation, comprendre comment fonctionnent les variables et tout ça. Mais il est vraiment puissant. Et là où tu vas concentrer tes efforts, par exemple, sur des tâches NPM ou sur des tâches dans un Maven, et où ton expérience va être différente d'un projet à l'autre, là, tu vas vraiment avoir une expérience unifiée. Ça répond à ta question? D'autres questions? Oui? Oui. On peut, à base de variables et de if, au tout début de ton makefile, en fait, tu peux regarder sur quel système tu tournes, et par rapport au système qui tourne, tu peux surcharger la variable shell. En fait, il y a une variable qui est déjà utilisée par make, qui s'appelle shell, et si tu la surcharges, c'est cette variable-là qui sera utilisée. Alors là, c'est un petit piège. La plupart du temps, si tu fais du développement en fait, sur Windows, tu vas avoir les utilitaires Git. Donc du coup, tu as un émulateur Unix, et donc oui, tu as la tâche. Après, je crois que sur les dernières versions de Windows, c'est déjà de base dessus. Mais oui, c'est pas out of the box. Oups. Autre point que je n'ai pas forcément précisé, c'est que on a parlé de CI et de qualité logicielle, du coup. Il est aussi possible de tester vos Makefile. Vous pouvez regarder la commande bats sur GitHub. Ça permet en fait de faire des tests de lignes de commande. Et donc du coup, des tests de Makefile. Donc votre CI peut tester vos Makefile aussi. Des questions encore? Oui? Non? Je vois pas trop par là, il y a trop de lumière. Si vous n'avez plus de questions, moi j'ai besoin de vous encore une fois. Je vous incite à voter. Je vous ai dit, c'est mon premier talk et du coup j'ai besoin de retour. Donc n'hésitez pas. Et puis utilisez des makes. Merci.